Monsieur le ministre, les économistes vous ont posé une question probablement difficile à répondre à cette question. Peut-on réellement relancer la croissance et rétablir les équilibres fondamentaux en période de transition? Tous se posent la question. Je sais que vous avez, de par votre expérience dans divers pays, vous êtes affronté à ce genre de problème. Alors, si oui, dites-nous. Et alors, si oui, dites-nous comment. On vous écoute. Sinon, il faut le dire, non, il n'est pas possible. Et tout simplement, il y en a une réponse. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je commence d'abord par remercier l'association des économistes tunisiens pour m'avoir invité. Je remercie toute l'équipe, organisatrice évidemment, et le secrétariat qui a veillé pendant probablement un an, ainsi que le comité scientifique. Je remercie Madame l'ambassadrice d'être parmi nous, et j'ai bien apprécié son discours, je l'ai suivi du très près, et donc ça m'a permis de voir que je peux faire, je dirais, l'épargne d'une partie de ce que je vais dire tout de suite, en particulier en ce qui concerne l'expérience un petit peu internationale des transitions passées. Je crois que vous avez très bien résumé ce qui s'est passé dans les autres transitions et pourquoi les transitions sont relativement difficiles. D'abord, je voudrais mettre quelque chose au clair. Je parle d'abord ici, non pas en tant que membre du gouvernement, même si officiellement je le suis, mais en tant que personne, et je voudrais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions sur ce qui s'est passé en Tunisie, en particulier sur ce qui se passe, et essayer de répondre à la question du professeur Mohamed Haddad. Donc, je ne parle pas au nom du gouvernement, comme ça je prends la liberté de vous dire ce que je pense honnêtement, réellement, de la situation et comment on peut aborder les choses. Mon intervention va être relativement structurée comme suit. Je vais d'abord essayer de concentrer un petit moment sur qu'est-ce qui s'est passé en termes de changement institutionnel dans le pays. Parce que je crois qu'on oublie ça et on va très vite vers des propositions techniques pour régler les problèmes. Alors qu'en fait, il y a eu des changements institutionnels qui sont absolument fondamentaux et qu'on ne peut pas ignorer quand on va un petit peu concevoir un programme de relance, par exemple. La deuxième partie, je voudrais rappeler quelque chose qui est extrêmement important, c'est la structure de cette économie. Parce que je crois, encore une fois, on l'oublie, on prend une petite fierté nationale en disant nous sommes bons, nous avons des bonnes institutions, c'est une économie qui est ceci, cela, etc. En réalité, je vais vous démontrer que ce n'est pas si évident que ça et que c'est extrêmement difficile. Et si on ne prend pas conscience de ça, on continue à répéter les mêmes choses et les mêmes modèles et les mêmes histoires et les mêmes recommandations, mais sans se rendre compte que ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas réglé les vrais problèmes. Et je crois que cette révolution a mis en exergue ces insuffisances structurelles de l'économie tunisienne. Et enfin, je vais essayer de répondre à la question et pour dire comment maintenant il va falloir faire. Malheureusement, vous allez voir que ce n'est pas si simple et que ce ne sont plus des questions techniques. C'est beaucoup plus des questions politico-économiques et sociales. Et malheureusement, la chose va être encore plus difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que, un, c'est possible, ça peut le faire, et deux, ça nous mettra évidemment sur la voie du pré-développement si effectivement on fait les choses correctement et d'une façon professionnelle. Parce que je crois que ce qui a dominé un peu la scène tunisienne aujourd'hui, c'est le politique. Et c'est votre rôle, vous, l'intelligence, comme a dit madame, vous les économistes, maintenant de reprendre un petit peu le devant de la scène et mettez l'économie au centre du débat national parce que les politiciens ont complètement évincé ce débat. Or, ils ne pourront pas faire sans vous. Personne ne pourra rien faire sans redresser l'économie. Et vous êtes économiste, normalement, vous devez jouer un rôle extrêmement important, évidemment, en termes de société civile, mais aussi en termes de capacité de réflexion, de capacité de proposition de solutions. Alors, je vais, malheureusement, j'aurais pu faire une petite présentation, mais pour essayer de voir quels sont les changements fondamentaux et pourquoi il y a quelque chose qui s'est passé et pour lesquels il va falloir qu'on fasse attention quand on commence à concevoir des modèles,
j'ai pris un certain nombre de critères, ou si vous voulez, de domaines, mais qui sont tous d'ordre institutionnel, et j'ai comparé avant et maintenant. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que c'est absolument fondamental le changement qui a eu lieu. La première des choses, c'est, et je le vois, excusez-moi, d'un angle économique, parce que ça risque de vous heurter si vous avez quelques, je dirais, positions politiques. Et si je dis quelque chose de bien de ce qui s'est passé avant, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire l'éloge de l'ancien pouvoir. Pas du tout. Quand on fait ce genre d'analyse, il faut être objectif, il faut être rationnel. Et ce n'est certainement pas parce que l'ancien régime, c'est parce que vous, les techniciens tunisiens, les administrateurs tunisiens, les économistes tunisiens, et je sais de quoi je parle parce que j'ai beaucoup travaillé, ça n'a jamais été parce qu'on avait un bon régime politique ou parce qu'on avait un bon leader politique, c'est parce que les gens dans les différentes administrations et les compétences tunisiennes qui ont réussi à faire ça. Donc ça n'a rien à voir, dépolitisons la chose, et je pense que plus on dépolitise le débat en Tunisie, mieux ça sera pour nous. Alors si je prends par exemple, et encore une fois d'un point de vue économique, et purement économique, un des facteurs auxquels les investisseurs, madame, on a parlé, c'est la stabilité politique. Qu'est-ce qui s'est passé avant? En tout cas, la perception partout de Tunisie était stable. Aujourd'hui, la stabilité politique est en question. Donc vous imaginez bien que les investisseurs, et en particulier les investisseurs étrangers, ne vont pas venir en courant, parce que la situation n'est pas encore stable. En espérant, on est actuellement sur la voie de la stabilisation, mais elle n'est pas terminée avant qu'on ait des élections pour montrer qu'effectivement, maintenant, on rentre dans une phase de stabilité. Donc, la situation, c'est quand même sur le plan politique, de point de vue économique, je parle, ça c'est dégagé. Si je prends la sécurité, ça c'est un problème fondamental, comme vous dites tout le monde, le capital n'est pas courageux. Donc si la sécurité n'est pas encore établie, ça veut dire qu'on a encore des problèmes pour attirer des investissements. Et sans investissement, je reviendrai par la suite, on ne pourra pas faire ni la relance, ni l'emploi. Et donc ça aussi, il y a de l'amélioration, mais on n'y est pas encore. Si je prends le climat social, ça c'est fondamental. Qui ose dire aujourd'hui que le climat social est parfait et qui permet de rassurer et qui permet effectivement aux gens d'aujourd'hui de faire les réformes nécessaires et d'attirer les investisseurs? Ça, c'est pas évident non plus. Ce n'est pas avec des grèves à droite et à gauche, des sit-ins et des menaces, etc., qu'on pourra dire oui, on a un climat social parfait. Ce climat social est meilleur avant. Encore une fois, et ça, c'est la réalité. Bon. Je continue. Les institutions publiques, et en particulier ce que j'appelle, moi, en fait, le terme anglo-saxon d'ailleurs, c'est government machinery, c'est-à-dire la machine du gouvernement, les institutions publiques. Ça, c'est fondamental. Quand cette machine marche, quand elle est bien équipée, quand elle est bien huilée, effectivement, on avance, on peut faire beaucoup de choses. Et bien, cette machine, elle n'était pas tellement bonne avant, mais elle fonctionnait. Alors, on est. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, elle a été affectée, fragilisée. Fragilisée d'abord par des dissensions internes, par des nominations à droite et à gauche, par aussi le fait qu'on a, comme on dit, des empowers, c'est-à-dire qu'on a déresponsabilisé les gens, de sorte qu'il y ait une petite peur. Et je pousse personnellement et d'autres, etc., à leur donner un peu plus d'assurance et de sécurité, mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que les choses sont beaucoup plus lentes, etc. Je continue. La prise de décision. La prise de décision hier, elle était pratiquement évidente. Elle se passait quelque part à Carthage, on va faire ceci, on va faire cela. Bam, bon, c'est pas ça le problème. Mais la prise de décision était relativement correcte. Ça se passait bien. Ok. Mais aujourd'hui, allez-y prendre une décision et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Vous le savez mieux que moi. Donc encore une fois, ça c'est ralenti. Ça c'est ralenti, c'est pas nécessairement dans le bon sens. Évidemment, l'autorité et la crédibilité de l'État. Hier, l'État avait un sens avec un grand outil. L'autorité de l'État était respectée. Au jour d'aujourd'hui, je vous laisse deviner qui est l'autorité de l'État, etc. Donc là aussi, l'institution État lui-même est fragilisée. Et donc on est dans un environnement qui a complètement changé institutionnellement. Donc on ne peut plus raisonner comme avant et donner un petit peu des solutions du type classique. Il va falloir tenir compte de ces changements. Je continue. La situation macroéconomique. Hier, on était dans une situation macroéconomique à peu près à l'aise. Le déficit, même pendant la crise économique 2009-2010, 2% ou 3% de déficit, tout à fait gérable.
un beau matelas de réserve dans la Banque centrale qui a permis d'ailleurs à cette transition de se financer, c'était correct quand même. Quand on regarde des comptes extérieurs, c'était pas si mauvais. On avait les 4 mois d'importation sans aucun problème. La politique monétaire, ok, pas de problème. On aurait pu faire mieux, oui. On aurait pu dépenser plus, oui, pour accroître peut-être la croissance si la productivité du capital public est élevée, mais on n'est plus dans ce genre de situation aujourd'hui. Le déficit, 3 années de déficit, je crois que 3 coups sur la dette, ça fait mal. Les comptes extérieurs, vous les connaissez la situation macroéconomique aujourd'hui, c'est réellement difficile. De sorte qu'on n'a plus de réserve et l'endettement public augmente. Donc là aussi, cette munition qu'on avait pour pouvoir gérer les crises et relancer l'économie, on n'en a plus. Et donc ça, c'est extrêmement important à mettre dans la tête. L'inflation, vous savez, elle était de l'ordre de 3,5, on était jusqu'à 6,5, et puis j'espère que ça va continuer à diminuer. On est en train de faire les écarts nécessaires. La productivité, qui n'était pas mauvaise, mais elle était quand même faible auparavant, aujourd'hui, elle a même baissé davantage. Donc, si je prends maintenant toute la question de gouvernance économique, c'est le seul point qui était réellement très négatif dans l'ancien système. Elle ne s'est pas améliorée du tout après. Donc je dirais que c'est le seul point où on est à peu près à égalité par rapport au passé. Je prends l'économie réelle. L'économie réelle, c'est tout ce qui est, je dirais, des structures de l'économie, des structures productives, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? L'environnement des affaires, il n'était pas extraordinaire, mais ça s'est dégradé. Aujourd'hui, on a perdu à peu près une dizaine de places. Et pour un certain nombre de facteurs, on a même perdu dans les 30 et 20 places. Je peux citer par exemple les procédures administratives, où on était dans les 70e sur le plan mondial, on est dans les 90, etc. Donc notre environnement des affaires, qui n'était pas extraordinaire, ça s'est aussi dégradé par la suite. Pas beaucoup, mais ça s'est dégradé quand même. Donc c'est très difficile pour nous aujourd'hui d'attirer des investissements et d'attirer évidemment ce qui nous permettra de relancer l'économie. Le secteur privé, et là, je reviendrai en particulier, je ferai une petite intervention là-dessus immédiatement, qui était autorisé, Mohamesh, avec beaucoup de, je dirais, de monopolisation et de oligopole, quelque part, Tissad al-Rayli, etc. Ça, c'est resté le même, mais il s'est aussi, je dirais, fragilisé par le fait qu'il n'a pas pu se développer quelque part. Il a été affecté par le climat social lui-même. La compétitivité, on a perdu beaucoup de place par rapport à avant. Et enfin, et c'est fondamental, l'économie, c'est ce que j'appelle l'économie politique. Ce n'est pas la politique économique, c'est l'économie politique. C'est-à-dire les rapports de force entre les acteurs. Pourquoi c'est important? Parce que les décisions de réforme et les décisions économiques se font en fonction de ce rapport. Et hier, le rapport était dominé, particulièrement par le politique qui lui décide, et tout le reste des acteurs, ils s'alignent ou ils se taisent. C'était ça le système, en gros. Donc, en gros, il était relativement favorable à un développement économique et aux réformes. Malheureusement, il ne les a pas fait. Il n'a pas profité du fait qu'il avait cette économie politique favorable et il ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui, l'économie politique, dites-moi comment sont les rapports de force entre les acteurs. Extrêmement difficile. Très difficile de prendre des décisions, en particulier en matière de réforme. Parce que les rapports de force ont complètement été renversés. Le politique maintenant a un rôle beaucoup plus important, mais les acteurs sociaux, et en particulier, disons-le, les syndicats, c'est devenu tout à fait autre chose. Est-ce que nous avons les mêmes objectifs? Ça, c'est le grand point de question. Entre les acteurs publics économiques, entre les acteurs privés économiques, et entre, justement, les acteurs sociaux qui sont de l'autre côté, les syndicats et autres, et la société civile. Les rapports ne sont plus faciles à gérer. Et donc, on passe d'une situation où, bon ou mauvais, c'est tout à fait gérable, facile, à une situation où ça devient beaucoup plus compliqué, donc ralentissement dans la prise de décision, ralentissement et même déviation par rapport aux réformes qu'on devait prendre. Si on ne fait pas ce genre d'analyse, on continue à raconter des histoires parce qu'on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et bien ça ne marche pas parce que les institutions ont changé, elles étaient fragilisées et les rapports de force ont changé. Et tant qu'on n'a pas analysé et ensuite dire comment on va faire maintenant pour
non rétablir au passé, non. Mais comment prendre les nouvelles institutions et évidemment les mettre dans la forme qu'il faut et rétablir de nouveaux rapports entre les institutions et entre les acteurs pour pouvoir mettre un programme de relance et un programme économique. Là où ça a changé, mais très bien changé, mais dans le sens positif, c'est la gouvernance politique. La gouvernance politique, voilà ce qu'a apporté pour le moment, je dirais, le dividende de la révolution, c'est la bonne gouvernance politique. D'abord, les droits de l'homme se sont améliorés d'une façon extraordinaire. L'espace de liberté et de liberté d'expression, ça c'est tout, malgré toutes les insuffisances qu'on voit ici, là, c'est une réalité, c'est une dividende, et c'est un gap, et il faut le prendre, et c'est fondamental. Et la justice sociale, qui commence au jour d'aujourd'hui à ne plus être dans le discours seulement, mais il faut le toucher, et c'est dans la réalité, et tout le monde, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, etc., pensent que la justice sociale doit être un des éléments des décisions dans nos propres choix de politique économique. Et la société civile qui joue un rôle extrêmement important, qui par le passé était réprimée, etc. Donc, il y a, je dirais, la gouvernance politique très positive, c'est un atout sur lequel on peut construire quelque chose. La gouvernance économique, malheureusement, et en particulier les institutions de l'État, ont été réellement fragilisées. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre beaucoup de décisions, je parle au cours des 3-4 dernières années, mais il y a aussi autre chose sur lequel on reviendra. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, cette transition, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord fait une rupture réelle des équilibres fondamentaux, du point de vue macroéconomique. Elle a aggravé la situation de ce que j'appelle l'environnement des affaires et donc de la croissance économique, mais elle a apporté beaucoup en matière de gouvernance politique. Alors comment devons-nous faire au jour d'aujourd'hui pour pouvoir profiter de ce genre de choses, de ce genre de transformation et relancer l'économie? À mon avis, si on ne fait pas ce genre d'analyse et on ne regarde pas de très près, on va se perdre parce qu'on a la tendance d'aller très vite vers voilà ce qu'il faut faire, investir, faire ceci, faire cela, changer cela. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a, comme dans les systèmes physiques, bon, pour ceux qui ont fait, il y a le mouvement brownien et l'entropie maximale actuellement dans la société tunisienne. Donc tout peut être dévié. Et à ce moment-là, il va falloir canaliser les énergies. Alors comment canaliser l'énergie? Pour les ramener vers justement un nouveau modèle de développement économique. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'un modèle de développement économique. Je sais ce que c'est qu'une politique économique, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un modèle de développement économique, et on va y revenir. Maintenant, je voudrais revenir sur le point dont j'avais parlé au départ, la structure de cette économie pour que vous compreniez pourquoi, quoi qu'on fasse, si on ne fait pas les réformes structurelles nécessaires, on n'ira pas loin. D'où la nécessité pour nous tous de nous mobiliser pour faire des réformes et pour défendre les réformes. Évidemment, c'est des réformes qui doivent être justes, doivent être efficaces et doivent préserver les équilibres sociaux et doivent évidemment, je dirais, forger un système social. C'est Mohamed qui l'a appelé la croissance inclusive. Je suis tout à fait d'accord, mais faut-il savoir, est-ce qu'il faut produire et distribuer? On commence par distribuer, on va voir si on va produire. C'est toute la question. Et je crois que depuis 3 ans, on est en train de demander de distribuer et on ne produit pas. Et on ne pourra pas produire beaucoup si on ne fait pas les réformes qu'il faut faire. Et là, je voudrais donner une petite idée sur la structure de notre économie. L'essentiel des ressources de cette économie sont en fait affectées à des secteurs peu productifs. Donc, quoi qu'on fasse, si on ne change pas la structure de l'économie, on ne fait pas une transformation structurelle, on restera toujours dans ce qu'on appelle de low équilibre, c'est-à-dire l'équilibre bas. C'est-à-dire qu'on fera toujours les 3 à 1,5%. Or, il nous faut du 7-8%. On ne pourra pas faire les 7-8% si on ne restructure pas notre économie et si on ne la corrige pas. Quelques indicateurs. 77% des emplois sont des secteurs à faible valeur ajoutée. L'agriculture, le commerce, le petit commerce ou le bon commerce, c'est la même chose. La valeur ajoutée n'est pas tellement extraordinaire. Le textile, les travaux publics, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas continuer à avoir pratiquement 3/4 de vos ressources de travail dans des secteurs productifs. Ça veut dire qu'il va falloir changer un petit peu, ou modifier, ou promouvoir, je dirais plutôt, et encourager le développement de nouveaux secteurs à, je ne sais pas si c'est notre valeur ajoutée, mais je dis à valeur ajoutée un peu plus grande, un peu plus importante, et ça c'est possible, ça se réfléchit.
Si je continue là-dessus, notre industrie manufacturière, elle-même, elle est peu productive comparée au reste du monde. Autre que le Maroc, l'Algérie, la Jordanie, disons le monde arabe. Ça, on est un peu plus avancé. Mais ce n'est pas de beaucoup. Hein? Et deuxièmement, il ne faut pas qu'on se compare à ceux qui sont derrière nous. Il faut qu'on se compare à nos véritables concurrents qui sont devant nous. Et donc, notre industrie manufacturière est à peu près à une productivité qui est 1,7, celle de l'agriculture en Tunisie. Mais l'agriculture, c'est le secteur le plus productif de le monde entier. Donc, on n'est pas terrible. Si je regarde la Malaisie, l'industrie manufacturière, c'est 3,9. Pratiquement 4 fois plus productif que le secteur de l'agriculture en Malaisie. Si je prends la Turquie, c'est 2,8. Etc., etc. Donc, même notre industrie manufacturière, elle n'est pas assez productive. Pourquoi? Parce que plus de la moitié de notre industrie manufacturière est contrôlée dans l'assemblage. On n'est pas dans la conception, on n'est pas dans le design, on n'est pas dans la valeur ajoutée, et ainsi de suite. Plus de 50%, c'est beaucoup, c'est énorme. Et ensuite, si on va pendant 10 ans, si de l'accumulation des facteurs, c'est parce qu'on a investi qu'on a eu de la croissance. C'est parce qu'on a mis plus d'ouvriers, c'est donc les facteurs travail et capital qui ont ramené la croissance, mais pas la productivité. Dans les autres pays, en général, comparables aux nôtres, ce qu'on appelle les pays à revenu moyen, en général, la productivité totale des facteurs rapporte dans les 30 à 40%. En Chine, il rapporte jusqu'à 50%. Alors on est à 5%. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tellement productif, que ce soit dans le process, dans notre organisation, dans notre manière de faire les choses, non seulement au niveau des facteurs capital et travail, mais dans l'ensemble, quand on fait cette synergie et on met tous ces facteurs ensemble, eh bien, on se rend compte que notre industrie, nos activités économiques sont cantonnées dans des secteurs qui ne sont pas tellement productifs ou qui ont une valeur ajoutée relativement faible. Si je prends maintenant le secteur privé, on en parle, il faut, parce qu'on l'a accusé de beaucoup de choses, mais en fait, comme il a été atomisé, même chez tous les secteurs, 95% de nos entreprises, c'est des petites entreprises. Au lieu de l'industrie, 8%, avec 95% de petites. Et pourquoi elles sont restées petites? Ah, ça, il va falloir aller voir la réglementation qu'on a et les différentes lois. Et puis, dès qu'on parle de secteur, il faut fermer par-ci, il faut aller au monopole par-là, il faut un petit monopole par-ici, il faut ajouter une loi par-ci, il faut ajouter une espèce de procédure administrative, de sorte que les entreprises, dès qu'il y a une petite niche quelque part, ils restent. On n'est pas là pour encourager le développement et l'émancipation, on est là en fait pour cantonner et rester dans une petite économie avec un émiettage et une dispersion des petites entreprises. Mieux encore, 86% de nos petites entreprises sont de mono-emploi. La personne elle-même qui a produit l'entreprise ou c'est une personne. Donc on ne crée pas, ce n'est pas des petites entreprises qui créent beaucoup d'emplois. Donc tout le monde parle de PME, mais en fait la structure de nos PME n'est pas tellement extraordinaire. Alors que faut-il faire? Et c'est ça. Et bien c'est dès qu'on en parle, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire tel effort. Mais c'est justement, si on n'a pas un secteur privé dynamique, qui crée de l'emploi, qui investit, qui étend, qui exporte, etc., on ne fera pas de la croissance et on ne créera pas de l'emploi. Mais à ce moment-là, on va vous accuser d'être néolibéral. Donc sinon, on n'a pas dit libéral, on va vous dire néolibéral. Mais ce n'est pas ça le problème. Cette économie est petite. Notre marché est petit. Si on n'exporte pas, on ne créera pas de l'emploi pour tout le monde. On ne croîtra pas. Et de ce fait, vous ne pouvez pas satisfaire 120 000 emplois par an, puisqu'il y a 80 000 qui viennent, et on a 650 000 qui dorment. Il faut leur donner de l'emploi, au moins dans les 5 prochaines années. Ça, ce n'est pas le secteur public qui créera au mieux 15 000 emplois. Qu'allez-vous faire du reste si ce n'est pas le secteur privé? Donc il ne faut plus considérer le secteur privé comme étant un ennemi, plutôt c'est un partenaire à part entière qui doit travailler et qu'il faut encourager. Vous êtes le secteur privé, quelque part, puisque vous donnez des cours, vous faites du consulting, vous êtes le secteur privé par excellence. Donc il faut qu'on arrête cette espèce de dichotomie entre public et privé, parce que ça nous fait énormément de mal. Ça fait du mal à l'économie tunisienne. Bien au contraire, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on devienne des partenaires, et évidemment un secteur privé responsable socialement, et je reviendrai là-dessus. Maintenant, si vous regardez la dynamique entrepreneuriale en Tunisie, on est à 0,64 entreprises par 1000 habitants créées par an. Je compare
Malaisie, 29 entreprises par 1000 habitants. On est à 0,65. On n'est même pas à 1. Et on parle d'entrepreneuriat, et on parle de PME, et à ce moment-là, on met tellement de règlements et de réglementations et de tracasseries administratives, et ainsi de suite, etc. Je compare à la Turquie, 27. 27 entreprises par 1000 habitants qui sont signées par an. On n'est pas à 1 entreprise par 1000 habitants par an. Je continue peut-être le Maroc, qui est à peu près dans les 0,8 ou quelque chose qui est proche de nous, parce qu'ils sont les mêmes structurels. Il ne faut pas croire que, malheureusement, c'est tout le monde arabe qui est dans cette situation-là, sauf certains pays arabes qui ont eu des parties de là. Mais si je prends toute l'Asie, ils sont à 32 entreprises par 1000 habitants par pays nouvellement. Maintenant, si je prends la dynamique de petites entreprises à moyennes entreprises, à grandes entreprises, quel est le flux et la dynamique interne? Parce que c'est ça le développement. Le développement, c'est la petite qui devient une moyenne et qui devient une grande. Puisque l'essentiel de l'emploi, ne vous trompez pas, l'essentiel de l'emploi de qualité, en particulier pour le développer, c'est les grandes et les moyennes à grandes. Ce n'est pas les petites. Et ça, c'est l'erreur, le mythe qu'on a. La petite, n'a pas grand-chose, sauf si elle est payée par, comme je vous ai dit, 86% c'est des bons emplois. L'ingénieur qui crée son emploi, ou l'économiste, mais il crée d'abord pour lui, de temps en temps, il fait un peu de sous-traitance à ton service. C'est bon, mais est-ce qu'il va se développer ou il va rester tel qu'il est? Et c'est ça ce qui est important. Or, quand on regarde cette dynamique en Tunisie, elle est extrêmement faible. Très peu d'entreprises, qui de petites, 10 ans après, quand on regarde sur les autres, ils sont devenus, même pas 5% devenus des moyennes, et encore au moins 2% des développement. Donc, on n'est pas dans une dynamique, une économie qui a des structures, qui est capable de se redéployer et évidemment de rebondir très vite, parce que cette structure était l'idée. Ce n'est pas le produit de la révolution, pas du tout. La révolution a aggravé un petit peu la situation, mais c'était ça notre industrie, et vous savez pourquoi, et vous connaissez la région. Maintenant, si je regarde, puisque tout le monde dit, nous on est très ouverts, c'est une économie ouverte au monde entier, et peut-être même pas de trop avec l'Union européenne. Et bien regardons de très près que disent les chiffres par rapport aux autres pays. Ils disent la chose suivante. Nos exportations par tête d'habitants sont parmi les plus faibles. Un peu mieux que le Maroc, un petit peu mieux que l'Égypte, mais on est beaucoup loin derrière le reste des pays qui ont le même niveau de développement que nous. Est-ce qu'on est vraiment ouvert? Est-ce qu'on est vraiment une économie ouverte qui est capable d'aller vers les autres marchés? J'irai un peu plus loin. Notre seul, en fait, grand marché, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, pourquoi? Parce que 71% de nos exportations vont vers l'Europe. Concentrées en gros sur deux pays, l'Italie et la France, et un peu partout, mais si des petites miettes ici et là. Mais quand je regarde quelle est notre part quand on exporte, donc, des importations totales de l'Europe, on est à 0,6. C'est 0,6%. Alors, on a un marché énorme devant nous, avec un pouvoir d'achat absolument extraordinaire. Et j'ai regardé depuis 2007, on n'a pas bougé d'un iota. On est toujours entre 0,5 et 0,6% des importations européennes. Quand même extraordinaire. On a un marché, il s'ouvre, venez vendre, faites ce que vous pouvez, et voilà, on est toujours au même niveau. Alors maintenant, on veut attaquer l'Afrique, on veut attaquer l'Asie. C'est comme si on a satisfait un grand marché devant nous qui nous a fascinés et on fait des portes. Et maintenant, on va aller s'attaquer à d'autres. Il faut pour diversifier. Mais on a aussi un gisement énorme devant nous. Qu'avons-nous fait pour justement diversifier cette économie, la rendre un peu plus compétitive pour aller attaquer un marché plus proche et qui nous ouvre ses portes. Donc, on est ouvert. Je ne suis pas sûr qu'on est si ouvert que ça. Pourquoi? Vous n'avez qu'à regarder les réglementations, vous regardez les procédures administratives, et vous regardez notre logistique, vous regardez un port qui est toujours bloqué, et vous allez comprendre pourquoi on n'est pas compétitif et pourquoi on n'exporte pas suffisamment. Et c'est fondamental de comprendre ces problèmes structurels, parce que sinon on va continuer à augmenter l'investissement public, à augmenter l'emploi dans le secteur public, et on ne peut plus. Il faut dynamiser cette économie, il faut la transformer et le plus rapidement possible. Et ça, ce sont des réformes. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin de décisions
pour réformer, faciliter, simplifier, ouvrir et encourager la créativité des Tunisiennes et des Tunisiennes. Et je crois que ça, c'est extrêmement important à comprendre. J'arrive maintenant à essayer de répondre à cette question. Parce que si on ne met pas ça en place au moins, parce que vous comprenez que c'est difficile. Si on est avec cette lourdeur structurelle, ces institutions fragilisées, ces rapports de force qui ont changé, qui ne sont pas réellement favorables aujourd'hui à la décision rapide et à la transformation de l'économie et aux réformes structurelles, et bien comment relancer les sociétés de cette entreprise? Vous comprenez? C'est quand même quelque chose qu'on doit mettre sur la table. Autrement, on va continuer, il faut un nouveau modèle économique, quels sont les secteurs et les créneaux porteurs? Mais quels créneaux porteurs vous voulez mettre quand vous êtes bloqué par vos institutions, par votre réglementation, par les tracasseries administratives? Vous pouvez rêver, on va faire que les cités, c'est très bien. Moi je pense qu'il faut rêver, il faut développer les cités, mais il faut aussi faire le basique. Ça, il faut le régler. Vous ne pouvez pas construire une maison si vous n'avez pas de bonnes fondations. Les fondations doivent être là et elles doivent être solides. Alors en fait, il y a beaucoup de défis. Il y a les défis, d'abord, qu'on a hérités. D'abord la révolution, les institutions fragilisées, etc. Et des difficultés de gouvernance économique qui n'étaient pas extraordinaires. Et en particulier, une économie structurellement verte, comme je viens de le démontrer. Mais maintenant, on a des nouveaux défis, parce qu'on a tout ça, qu'on a pris avec nous. La révolution l'a malaxé et elle nous a donné autre chose. Les équilibres fondamentaux sont rompus maintenant. La macroéconomie, on a des problèmes de finances publiques, on a des problèmes de déficit, on a des problèmes de réserve extérieure, mais on a aussi des problèmes institutionnels. Une administration qui s'est fragilisée et affaiblie. On a une situation politique qui n'est pas tout à fait encore stable. Sécurité en amélioration, mais qui n'est pas encore là où nous souhaitons tous, malgré tous les efforts. Et je pense qu'on a quand même marqué un certain nombre de points, mais il faut continuer dans cette voie. Mais il y a aussi un problème de changement de rapport de force qui est très difficile maintenant à gérer. Ça, au niveau des défis, c'est-à-dire qu'on avait tous les défis du passé, aggravés par la révolution, et maintenant on a de nouveaux, qu'on n'avait pas avant. Donc la charge est lourde. Et c'est là où il faut être courageux pour aller faire les réformes. Et dire, ça suffit maintenant, et il faut qu'on fasse les réformes nécessaires. C'est fondamental pour qu'on avance un petit peu. Mais nous avons des opportunités extraordinaires. C'est pas parce qu'on a... Mais la Tunisie continue à avoir des atouts, et maintenant elle a des atouts un peu plus importants que par le passé, parce qu'on n'a pas que des problèmes. Je vais dire quelques mots sur les atouts. La première des choses, c'est que quand on change la gouvernance politique, et si cette gouvernance politique aboutit quelque part, et je pense qu'elle va aboutir en Tunisie, à commencer à changer la gouvernance économique, c'est exactement ce qu'a dit Madame l'ambassadrice, et bien à ce moment-là, on sera mis sur le chemin d'une croissance pérenne et beaucoup plus élevée. Donc c'est quand même une opportunité fondamentale. Et je pense que nos partenaires et les investisseurs à l'étranger en attendent que ça. Attendent de voir que cette gouvernance politique qui s'est améliorée d'une façon extraordinaire, cette démocratisation, enfin débouche sur la bonne gouvernance économique, sur les bonnes réformes. Et là, je peux vous garantir que la Russie partira. Et là, la Tunisie aura les dividendes de sa révolution. Et c'est fondamental. Si on n'y pense pas, et si on ne capitalise pas aujourd'hui sur la sympathie et sur cette démocratisation, on perdra une opportunité extraordinaire. Donc voilà un des atouts nouveaux que la révolution a créé. Le deuxième atout, à mon avis, qui est extrêmement important, c'est cette nouvelle culture de dialogue qu'on est en train d'instaurer, et cette société civile dynamique qui émerge et qui a participé. C'est quand même quelque chose qui est important, réellement apprécié, et c'est une force nouvelle qui nous permettra demain, aujourd'hui et demain, de régler nos problèmes par nous-mêmes, à condition, encore une fois, de ne pas régler nos problèmes sur un consensus de base échelle.
il faut que ça soit un consensus solide pour le développement. Donc il ne faut pas qu'on accepte des demi-mesures. On continuera peut-être à dialoguer, mais on fera les bonnes réformes. On ne va pas, oui, mais ne touche pas à ceci, peut-être un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Il faut faire les choses d'une façon professionnelle, continuer à dialoguer, continuer à discuter, continuer à argumenter, continuer à expliquer, mais il faut qu'on fasse la bonne décision et le bon consensus. Et c'est fondamental. Troisième atout, à mon avis, qui est extrêmement important, et c'est une opportunité pour la Tunisie, nos atouts traditionnels sont aujourd'hui. La proximité par rapport à l'Europe, elle est toujours là. Un très bon capital humain, il est toujours là. Évidemment, il faut l'améliorer davantage pour un certain nombre de choses. Mais il est toujours là. On peut évidemment compter sur lui. Nous avons quand même une bonne infrastructure physique. Ne croyez pas que parce qu'on n'a pas encore rétabli un certain nombre de services urbains, la collecte des ordures, etc. L'infrastructure de base, elle est bonne. Elle est toujours bien en avant par rapport au Maroc, à l'Égypte et à un certain nombre de pays. Donc on est là. Mais aussi, il y a cet esprit d'adaptation. Je le compare un petit peu l'esprit tunisien. J'ai travaillé beaucoup sur le Moyen-Orient et j'étais basé à Beyrouth. C'est un peu l'esprit libanais. Il est vif, il s'adapte vite, il est capable de saisir des opportunités. Encouragez-le et vous allez voir ce que la Tunisie peut faire. Et c'est fondamental. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Et c'est un atout. Et je discute un petit peu avec les investisseurs ou les institutions étrangères, ils le reconnaissent. Donc, travaillons encore là-dessus et saisissons cet atout. Merci beaucoup. Donc, à partir de là, la question qui se pose, qu'allons-nous faire avec tout ça? C'est ça. Ce que je propose à la discussion, évidemment, c'est de dire la chose suivante. 1. Mettons-nous d'accord. D'abord, entre nous, et ça c'est fondamental, que désormais, le développement économique est au service du progrès social, pour qu'on soit clair. On n'est pas là pour faire de la croissance, pour ne pas le distribuer d'une façon équitable. En introduisant quand même le facteur de mérite, parce que sinon, on va rentrer dans le collectivisme, et vous savez ce que ça donne. Donc, soyons pragmatiques, réalistes, et que le progrès social est aussi un facteur de stabilité et de développement économique. Comme ça, tous les acteurs, on a au moins un sens commun. Nous ne sommes pas là pour vous exploiter, mais vous n'êtes pas là non plus pour nous prendre ce que nous avons. Nous sommes là pour travailler ensemble. Nous produisons, et bien, donnez-nous un peu notre part, un peu beaucoup si vous voulez, notre part de cette production. Mais nous ne nous arrêtons pas toujours à ce débat de distribution. Donnez-nous, 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 de là à la fin, je n'ai plus rien à vous donner. Voilà. Produisons et distribuons. Je dirais à la limite. Eh bien, de notre côté, les acteurs sociaux vont dire distribuer, nous produisons. Ok, alors, mettons-nous ensemble, disons qu'on va produire pour distribuer, distribuer pour produire. Bon, mettons-nous, d'accord, ça c'est un concept fondamental. Et c'est important, on n'a pas eu encore ce débat. Le deuxième facteur de débat, le secteur privé est fondamental et indispensable, mais nous voulons un secteur privé socialement et économiquement responsable. Il ne faut plus jeter, ah, c'est le privé qui veut ceci, ah, il veut cela, il veut cela, etc. Alors, donnez-nous ce que vous avez donné au secteur privé, après on discute. Qu'est-ce qu'on a donné, ce qui a donné quoi que ce soit au secteur privé, annoncez, le voir, etc. Et ce secteur privé, s'il n'est pas responsable, socialement responsable, ce n'est pas un secteur privé pour nous. Et donc, il ne faut plus rejeter le secteur privé, il faut plutôt l'adapter et l'adopter comme un partenaire. Parce qu'on a besoin du secteur privé. Le secteur privé, qu'il soit national ou international. Donc, travaillons en partenariat en disant que nous sommes dans un modèle où nous voulons l'équité sociale, nous voulons la distribution, nous voulons le progrès social. Le progrès social vient avec la production. Alors, produisons ensemble pour que les choses soient claires. On n'est pas, encore une fois, dans le collectif. Il faut que chacun joue son rôle, mais il y a des règles. Et les règles doivent être respectées par tout le monde. La troisième chose, à mon avis, qui me paraît importante pour tout nouveau modèle, c'est l'impératif de l'état de droit. L'État doit retrouver son droit. On ne peut plus continuer à ce que l'État soit marginalisé comme on le voit. Et donc, comme toute démocratie, une démocratie, c'est l'état de droit. On ne peut plus continuer à avoir ce genre d'abus sans qu'il y ait de réaction et que la société civile aide l'État à se rétablir et non pas courir derrière en disant la répression est revenue, là, etc. Mais regardez, si le droit est respecté, respectez-le et donc encouragez à ce qu'il soit respecté. Donc,
Ça, c'est l'impératif de l'état de droit. Autrement, je ne vois pas comment on pourra avancer. L'état de droit, à ce moment-là, la sécurité est fondamentale, la stabilité politique viendra évidemment par elle-même si on a ce consensus. Donc, pour moi, c'est les préalables à tout programme de relance parce qu'on va continuer à se suspecter, on n'est pas clair sur exactement les paramètres et sur les règles qui vont gérer nos relations. La troisième chose qui me paraît extrêmement importante, vous le mettez où vous voulez, que ce soit dans un contrat social. Il y a un contrat social aujourd'hui qui est là, qui a des très bons éléments là-dedans, un nouveau contrat, mais voilà ce que personnellement je pense qu'il y ait une espèce de compact, je ne sais pas si on peut dire en français, c'est-à-dire un contrat, ça peut être le contrat social, qui lui devient le cadre de gestion des relations entre les acteurs. C'est le cadre qui va gérer ce que j'appellerais l'économie politique, nos relations, comment on va dire. Il y a les acteurs sociaux, syndicats et l'autre, il y a la société civile, il y a les acteurs politiques, il y a les acteurs économiques. Tout ce monde-là, il faut connaître des règles qui soient claires. Et la première des choses, à mon avis, les principes, c'est la responsabilité économique des responsables ou des acteurs sociaux. Vous ne pouvez pas continuer à demander sans tenir compte de la nécessité de produire et d'améliorer les conditions économiques de l'entreprise, la productivité. Vous ne pouvez pas. Donc, la responsabilité économique des acteurs sociaux. La responsabilité des acteurs sociaux, des acteurs économiques. Vous ne pouvez pas non plus demander de l'augmentation de la productivité, de la production, etc., sans distribuer et distribuer équitablement, sans former, sans améliorer les conditions d'environnement, de travail de vos employés, etc., etc. Améliorer la capacité à développer, à créer la formation ici et là, etc. Nos entreprises ne le font pas beaucoup, entre parenthèses. Donc, il faut changer la culture d'entreprise aussi. Et on ne peut pas la changer en ne demandant que des salaires et des machins. On demande autre chose qui, lui, est extrêmement important pour l'enrichissement de l'employé et du salarié en même temps. Et évidemment, la responsabilité politique des gouvernants. Les gouvernants doivent jouer l'arbitrage entre les acteurs économiques et sociaux, créer l'environnement pour développer l'activité économique, mais en même temps, l'arbitrage sur la base de l'intérêt général. L'intérêt général doit rester au-dessus du tout. Et c'est fondamental. Donc, les gouvernants eux-mêmes ne doivent pas rentrer dans ce jeu des uns ou des autres, et ils doivent d'abord préserver l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la bonne infrastructure, l'accès aux services sociaux, c'est aussi les investissements structurants les plus importants, c'est l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la qualité de l'éducation, l'amélioration des services de santé pour l'ensemble et l'intégration sociale pour pouvoir faire les transferts nécessaires à ceux qui le méritent et à ceux qui le désirent. Et non pas, je fais des transferts sociaux à des gens qui ne le méritent pas, peut-être des couches, malheureusement, qui ont besoin de cette aide. C'est là la priorité des uns et des autres. Donc, à partir de là, je dirais que ce contrat doit également ajouter au moins les 3 éléments suivants. Rétablir et maintenir les équilibres fondamentaux. C'est fondamental. On ne peut plus s'amuser avec les finances publiques et faire n'importe quoi parce que ça va nous coûter énormément de temps pour rétablir ces équilibres. Et sans ces équilibres, il est très difficile de relancer l'économie et en particulier de la mettre sur un chemin pérenne, sur un chemin où on pourra faire du 7-8%. Regardez l'Union européenne. Ils ont la convention domestique, ils ne doivent pas dépasser les 3%. Ils ont un certain nombre, partout en Asie, les pays, s'il est dans la loi, voilà les paramètres de la gestion des finances publiques. On n'a pas à l'autre. Donc il faut qu'il y ait, au moins dans son contrat, ce genre de choses pour obliger. N'oubliez pas que demain, on rentrera dans un processus démocratique d'élection. Aujourd'hui, c'est tel groupe ou telle coalition. Demain, c'est telle autre ou telle coalition. Ils peuvent jouer comme ils veulent. Donc, si on ne les tient pas par ce genre de législation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que c'est fait dans les autres pays, c'est pas nouveau. Je n'invente rien. Mais pour qu'une démocratie marche, et marche bien, il faut préserver ces équilibres parce qu'autrement, on risque d'être dans des crises économiques à perpétuité. Et ça, je crois que c'est important. Deuxième chose qu'il faut mettre dans ce genre de compact ou de contrat, c'est activer les réformes structurelles nécessaires pour moderniser l'économie. Sans ça, on n'ira pas loin.
Et c'est fondamental. Donc, n'importe quel gouvernement qui vient demain, il faut qu'il s'attelle à faire les réformes, comme on essaie actuellement de le faire. Et n'arrêtez jamais les réformes. Pourquoi? Parce que les choses changent. On n'est pas tout seul dans ce monde. On est confronté à une concurrence énorme, absolument énorme, et donc on doit tout le temps s'adapter, se changer, etc., etc. Et donc c'est la réforme que je fais aujourd'hui, elle peut durer 4-5 ans, et puis il y a quelqu'un d'autre qui sortit avec quelque chose pour le concurrencer. Il va falloir que je facilite davantage, que je simplifie certaines choses, que j'investisse quelque part. Donc il faut que je continue à m'adapter. Il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de repos. Donc ça aussi, il faut le mettre. Nous n'avons pas beaucoup de réformistes dans ce pays. Ces 4 mois m'ont ouvert les yeux. J'ai cru que, même quand je parle avec des gens, etc., impliqués, ils vont dire, ah oui, c'est important de faire ça. Ah bon, pourquoi il faut la faire? Ah non, mais attends, oui, et pourquoi le secteur privé? Il faut se réveiller. On n'est pas tout seul. Si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et qui va le prendre. Donc c'est à vous de choisir. Vous voulez faire du 7-8%, et bien faites les réformes. Vous voulez rester dans les 3-4% et somnoler, et bien restez. Si, et encore, il va y avoir un moment où on ne pourra pas le faire. Je regardais, il y a un nouveau pacte actuellement qui se fait en Asie, où ils sont en train de transformer tous les secteurs productifs pour améliorer et rattraper la Chine. C'est extraordinaire. Ils font déjà du 6-7% ces pays-là. Et ils ont dit que ce n'est pas suffisant parce que la Chine a fait 10% pendant 30 ans. Et nous, on a fait plus de 5-6% pendant 15 ans. On n'arrivera jamais à rattraper la Chine, donc il va falloir qu'on accélère. Donc voilà les pays qui veulent faire quelque chose. Évidemment, le PNB par tête est en train d'augmenter, les conditions de vie de la population s'améliorent. C'est ça le progrès social. C'est exactement ça. Donc, si nous voulons faire ça, eh bien, il faut absolument qu'on réforme et qu'on continue à réformer. Et donc, c'est ça ce qu'on doit avoir dans ce nouveau contrat entre les acteurs sociaux. Et troisièmement, et je crois que c'est important, toujours penser à améliorer la productivité, donc il va falloir la mesurer où ils ont et pourquoi et comment, etc. Chercher comment l'améliorer et partager le fruit de cette amélioration de la productivité d'une façon équitable entre tous les partenaires et entre tous les acteurs, en particulier, moi je pense aussi aux employés et à la masse laborieuse qui doit avoir sa part, et d'où en fait le concept de ce développement économique pour les sociales, c'est le développement économique. Je crois que ça c'est extrêmement important. Et le quatrième chose, c'est que les investissements doivent toujours prévoir les méthodes et les approches qui créent suffisamment d'emplois, et en particulier pour les jeunes. Je crois que si on avait ça en plus dans notre contrat social, là on commence à respirer en disant, ah, ceux qui vont venir après, ils vont avoir du mal à bouger parce qu'on a déjà plus ou moins cadré la situation, on les a défini, je dirais, les éléments de la nouvelle politique économique et donc du nouveau modèle de développement économique. Donc en gros, c'est comment gérer l'économie politique de demain pour pouvoir faire les réformes qu'il faut et relancer la croissance économique, l'emploi et le progrès social de la Tunisie. Si on a ça, et si ce préalable est bien compris, évidemment avec les deux instruments dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le dialogue comme est devenu, je dirais, une pratique réelle en Tunisie, ça c'est fondamental, il faut le renforcer, il faut l'améliorer, etc. Et aussi la communication, ça c'est fondamental, la pédagogie et la participation. Avec ces deux instruments, on pourra faire beaucoup de choses. On n'en a pas encore suffisamment parlé, mais je crois que c'est votre rôle dans je dirais, il faut que vous preniez l'espace du débat pour instaurer le débat économique. Il n'y a pas de débat économique. Je n'ai pas encore vu. Et quand je l'entends et quand je le vois, c'est des généralités, c'est du vieux truc, c'est des études. Mais comprendre l'économie et dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et tenir bon. Parce que ça, c'est votre rôle, et je crois que le rôle de la société civile, désormais, c'est de reprendre, de prendre l'espace et de mettre le débat économique et social au centre de notre débat pour que les politiciens, il faut qu'on influence, nous, les élus politiciens, plutôt que les politiciens qui nous influencent et qui nous font prendre les chemins qu'ils veulent parce qu'ils ont d'autres objectifs. Si tel est le cas, quel serait le programme de relance? Alors le programme de relance, pour moi, si effectivement ces préalables sont là, me paraît évident. Un programme de relance, d'abord, doit avoir à mon sens, encore une fois, trois objectifs. Premièrement, rétablir, relancer la croissance, l'emploi et la compétitivité de l'économie. Sans ça, il n'y aura pas grand-chose. Je vais vous dire très vite comment on va faire. La maîtrise des dépenses publiques et le rééquilibrage des fondamentaux.
Parce que ça, c'est une condition nécessaire. Autrement, on n'irait pas plus loin. Et enfin, renforcer la solidarité et l'accès aux services économiques et sociaux, et en particulier par les classes, je dirais, moyennes et les classes moyennes inférieures. Si tel est, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'économie? 2 ou 3 petites choses qui sont rapides à faire, mais c'est des décisions de réforme. Et des décisions de réforme, comme je l'avais dit, il faut que l'économie politique soit porteuse de ces réformes, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire non, et c'est pas comme ça, et voilà comme ceci, etc., etc. Donc, cette espèce d'accord, de consensus, de contrat qu'il faut faire entre les acteurs est fondamental, qui peut être dans le contrat social ou ailleurs. La croissance, l'emploi et la compétitivité, d'abord le climat des affaires. On a 4 ou 5 réformes à faire, ils n'ont aucun impact social négatif. Ils n'ont que des impacts positifs. Pourquoi on ne les fait pas? Énormément de réformes n'ont aucun impact social négatif. Il faut les faire. Alors, vous avez entendu dernièrement que même dans le débat sur le programme économique qu'on voulait faire, il y a certains qui ont dit « Ah, vous n'êtes pas là pour faire des réformes. » Non, vous êtes là tout simplement pour gérer. Pourquoi on perd du temps? Pourquoi ne pas le faire? On a des gens qui sont au chômage. On a une situation économique difficile. Il faut le faire. Il faut que vous sortiez et vous écrivez. Il faut que vous soyez sur la place en disant « Ah, nous voulons savoir pourquoi s'il y a des réformes qu'on peut faire, et si ces réformes ont un impact économique et social positif, pourquoi ne pas les faire maintenant? Pourquoi attendre? Au contraire, vous devez utiliser ce gouvernement pour les pousser, pour les faire. D'autant plus que tout le monde veut les faire. On n'a pas d'opposition, en tout cas à l'intérieur du gouvernement. Restructurer le secteur bancaire, c'est fondamental, parce que si on ne restructure pas le secteur bancaire qui a des difficultés aujourd'hui, on n'arrivera pas à financer l'économie et à financer le secteur privé dans la croissance. Ça aussi, ça doit être une réforme fondamentale. Il ne faut pas se satisfaire de reformettes des petits trucs. Non, il faut le réformer solidement pour que ce soit fait, pour que ce soit durable. Améliorer la gouvernance économique. Alors là, je peux vous dire que les institutions publiques ne demandent qu'à être réformées parce qu'il y a 10 couches qui sont là depuis des décades. Il y a des possibilités. Vous savez que pratiquement depuis 15 ans, on recrute plus de cadres dans l'administration. C'est pas possible. On n'a pas de relève dans l'administration. Or, on a des jeunes diplômés qui sont au chômage. Par contre, on a imposé à recruter un certain nombre de choses. Donc, on a alourdi l'administration, mais pas par le personnel qu'il faut. Au ministère de l'équipement, qui gère pratiquement 35% du budget de l'État, je n'ai pas un seul économiste. C'est normal. Ce n'est pas. Donc, restructurer, c'est revoir ces organigrammes, les attributions, recruter les gens qu'il faut, les former et aussi simplifier toutes ces procédures administratives et changer la culture de l'administration pour qu'elle devienne une culture de service du citoyen et non pas au service des affaires administratives et des tracasseries administratives. Il faut que l'administration sorte de son carcan et travaille pour le citoyen, travaille pour l'économie et non pas l'inverse. Et puis, évidemment, rationaliser les programmes d'investissement. Et il y a des investissements qui ne vont pas. Il va falloir revoir tout ça et les mettre sous la bonne voie. Et c'est fondamental. D'abord, ça pousse la croissance. Et évidemment, tout ce qui est, je dirais, le développement régional, comment le repenser, c'est Mohamed de la partie, je vais aller un petit peu lent, je vais aller un peu plus vite. La maîtrise des dépenses publiques, le deuxième objectif. La maîtrise des dépenses publiques et le rétablissement des équilibres. À mon sens, ce n'est pas difficile si on joue sur 3-4 leviers. La première, relancer l'économie, parce que si on relance la croissance, on augmente nécessairement le rendement de la taxe, ça c'est fondamental. Mais de l'autre côté, si on revoit la fiscalité, on commence d'abord par améliorer le rendement de la fiscalité telle qu'elle est aujourd'hui, et en même temps réformer la fiscalité pour la rendre plus équitable et plus rentable. Ça nous permettra déjà d'avoir 1 ou 1,5 points de GDP, donc ce qui nous permettra de diminuer de 2 ou 3 points de déficit, ce qui est extraordinairement bon, mais il faut s'y mettre. Donc ce n'est pas quelque chose de difficile. Revoir un petit peu les allocations budgétaires, et il y a des niches d'économie dans ce budget qu'il faut faire. Et c'est possible. Pourquoi on l'a décidé comme ça? Bon, pour un tas de choses, je pense qu'on est en train de faire quelque chose, mais il va falloir que ceux qui vont venir après le fassent et le fassent d'une façon approfondie, parce que là, on ne peut faire que ce qu'on peut faire dans les mois qui sont là. Mais on y est déjà appelé. Enfin, stabiliser tout ce qui est prix et inflation. Ça, ce n'est pas en ajoutant encore des contrôles des prix et autres. Il y a des méthodes économiques beaucoup plus efficaces
qu'on peut mettre en place. Mais évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas. Parce que vous avez la relevé une partie de la rente. Et là, je crois qu'il faut s'y attaquer. Et il ne faut pas le laisser. Parce que c'est ça, c'est le progrès social. Le progrès social, c'est d'avoir un pays avec une concurrence absolument loyale, transparente, où chacun peut accéder à toutes les opportunités économiques dont il a besoin. Et promouvoir le partenariat public-privé. Pourquoi il doit devenir un nom quelque part pour cette aussi ou pas? Alors, le partenariat public-privé, il est devenu ils vont privatiser nos bijoux. Quel bijou qu'on va privatiser? Au jour d'aujourd'hui, pourquoi on a besoin de ça? Parce que si on veut faire un investissement dans une infrastructure structurante et qu'on n'a pas d'argent, si on attend le jour où on va avoir l'argent, on va attendre 10-15 ans. Donc la population, on a besoin. L'économie, on a besoin. Alors ce qu'on demande au secteur privé, investissez dans le cadre d'un contrat que vous liez à l'État et rendre le service à la population. Et nous, État, si le prix que vous allez demander ne nous permet pas de le charger totalement aux citoyens, nous, on vous donne une subvention pour diminuer le coût aux citoyens. Ce n'est pas une bonne affaire, ça. Vous aurez le coût, vous aurez etc. Tout de suite. Et non pas dans 15 ans, où vous aurez une excellente université privée d'excellence. Pourquoi pas? Et le privé. Mais dans le cadre d'un programme, il y a un contrat de l'État. Et les places des gens, etc., auxquels il faut donner des accès, et bien ça, si on le regarde. Donc, il faut séparer le côté public, il est public, de ce que peut faire le secteur privé. Il n'y a aucune raison. J'ai donné un jour l'exemple ici en disant, moi quand j'avais fait une centrale de 500 MW en Jordanie dans le cadre du PPP, le privé produisait le kilowatt électricité à 4 centimes le kilowatt, et la société d'État jordanienne le produisait à 7 le kilowatt. Donc pratiquement 75% plus cher que le privé. Ben, c'est la population qui a profité du calcul. Ce n'est pas le privé, puisque nous, on a fait le contrat avec le secteur privé pour le vendre à la population à 4. Alors que la société publique, parce que les performances ne sont pas les mêmes, parce que la qualité de gestion ne sont pas les mêmes, et parce que la technologie que le secteur privé a apportée est beaucoup plus élevée, beaucoup plus avancée et beaucoup plus économique. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on sait bien gérer. Évidemment, j'ai ajouté qu'on sait bien gérer. Il y a une condition. C'est-à-dire qu'il faut bien faire le contrat, et ça, aujourd'hui, on sait faire. Finalement, si je vais à la renforcement de la solidarité, je crois qu'il y a quelque chose quand même qui est important, c'est rationaliser et pérenniser les transferts sociaux. On a des transferts sociaux qui partent dans tous les sens. Je suis persuadé qu'il y a une partie qui va à des gens qui n'ont pas besoin de ça. Par contre, je suis aussi persuadé qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui ne l'ont pas. Donc, comment regarder ce système, analyser ce système et remettre tout ça pour le canaliser là où il faut? D'abord, ça fait des économies, mais ce qui est plus important, c'est de donner à des gens qui méritent de l'avoir et qui ne l'ont pas aujourd'hui. Mais il y a aussi autre chose, c'est que notre système social pourrait un jour avoir des difficultés à se financer, d'où la nécessité de revoir son financement et réformer et faire les réformes nécessaires. Mais la qualité des services publics aussi, la qualité des services sociaux, là aussi il faut l'améliorer et aider à ce que ça soit accessible à ces populations qui n'ont pas les moyens. Ça aussi, c'est du social et du social bien transféré, bien géré, etc. Et je continue évidemment dans un certain nombre de services sociaux. Si tel est le cas, et si on est d'accord là-dessus, je pense que l'activité sera sur la bonne voie. Merci. Merci, monsieur le ministre. Mais les économistes que nous sommes, on aurait aimé voir cela comme programme du gouvernement et non pas comme économiste. Et vous avez bien pris la précaution de dire je suis universitaire, prof, pour vous, programme de recherche. Et c'est un grand programme de recherche. Mais on aurait voulu qu'il soit, et d'autant plus clair, un gouvernement qui n'avait pas beaucoup de contraintes politiques, qui normalement peut prendre la décision, parce que vous avez insisté sur la décision, qui normalement, théoriquement, peut prendre la décision, indépendamment des partis politiques, mais vous ne l'avez pas fait. On aurait aimé que ce soit réellement un programme, et ceci peut être, oui,
les 100 premiers jours. Et on commence directement. Merci encore. Bien sûr, on va vous donner la parole. On va vous donner la parole, mais tout juste, on vous provoque un tout petit peu, parce que ça, ce n'est qu'un début. J'attends, j'ai vu des économistes qui vont réagir beaucoup même, probablement. On va gérer le temps et tout simplement essayer. Je vous ai un peu provoqué. À vous là. Non, merci beaucoup. En fait, juste pour répondre à cette question, d'abord j'ai bien dit que je suis là à titre personnel, donc je prends beaucoup de liberté dans ce que je pense, etc. Mais je crois que le gouvernement a essayé, vraiment. Ce que j'ai exposé, c'est la difficulté de cette économie politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les rapports de force sont tels que il est très difficile pour un gouvernement aussi de compétences d'aller sans aller, je dirais, travailler avec tous les acteurs, avec tous les partenaires qui sont là. Et c'est ce débat qui est actuellement en cours qu'on est en train d'essayer de gérer. Mais il est clair que le gouvernement est en train d'essayer de faire tout son mieux pour engager le pays sur la voie de la réforme, ça c'est clair.